Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons étudier Bezat Hashem, la page 8a et 8b, première partie du traité Nida. Et plus tard, Bezat Hashem, eh bien, nous étudierons la page 8a et 8b, deuxième et dernière partie. Donc, première partie, bien sûr, le shiur est dédié Leilou Nishmat Eliyahu ben Shoshana et Shmuel ben Joah. Donc, on va récapituler très rapidement en une phrase ce qu'on a vu dans la page précédente. On avait vu au nom de Rabbi Houda, qui avait ramené lui-même au nom de Shmuel, comme quoi dans 4 cas, la halakha était comme Rabbi Eliezer. Seulement, on n'avait pas tranché comme Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer était chamouti, c'est-à-dire qu'il avait été excommunié à cause de l'histoire qui est ramenée dans le traité de Baba Metzia du Talmud Shel Achnai. Et dans notre page, d'un seul coup, la Gemara nous dit il y a d'autres cas dans lesquels la halakha va être comme Rabbi Eliezer. Et ces cas, cette fois-ci, sont ramenés par Rabbi Elazar. Alors attention de ne pas faire l'amalgame entre Rabbi Eliezer et Rabbi Elazar. C'est Rabbi Elazar, le Rabbi Elazar, qui rapporte comme quoi Rabbi Elazar, qui était le fils de Rabbi Pédat, qui rapporte également comme quoi la halakha est bien comme Rabbi Eliezer. Alors, ça laisse sous-entendre, en quelque sorte, qu'il n'y a que les cas que nous allons ramener, les 3 cas que nous allons ramener aujourd'hui, dans lesquels la halakha est comme Rabbi Eliezer. Mais ça laisse sous-entendre que dans les autres cas, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Eh bien, on va rapporter encore une fois 4 cas au total, 3 cas dans lesquels on voit que la halakha est comme Rabbi Eliezer, et un cas dans lequel on voit textuellement comme quoi la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Alors, premiers 3 cas de figure. Le premier, eh bien, c'est la femme qui se retrouve en fait le din du hiboum, de devoir marier quelqu'un pour libérer, pour perpétuer le nom du défunt. Deuxième din, c'est le din de la chala, dans quel cas on peut associer 2 pâtes l'une à l'autre afin d'arriver au shiur, à la quantité nécessaire pour pouvoir prélever la chala comme il se doit. Et troisième din, le din de la havdalah. Alors on commence par le premier din, qui est en fait le din du hiboum. La Gemara dans le traité Yebamot 109.1, eh bien, nous parle de 2 frères qui sont mariés à 2 sœurs. Et voilà que le frère qui était marié, lo alenu, à la grande sœur, eh bien, vient à décéder. Et donc, cette grande sœur qui était mariée à ce frère va se retrouver devant le frère qui est marié à la petite sœur. Alors, comment se fait-il que le deuxième frère soit-il marié à la petite sœur ? Il s'agit ici, bien sûr, d'un mariage qui a été fait entre le deuxième mari, donc le deuxième frère qui est toujours en vie, avec cette fille qui est mineure, cette femme qui est mineure, pardon, et le mariage a été fait en fait par la mère de cette petite et par ses frères. Donc c'est un mariage qui a un statut d'ordre rabbinique uniquement. Alors que si c'était le père qui avait marié sa fille, bien qu'elle soit mineure, le mariage a un statut même d'ordre toranique. Mais ici il s'agit d'une jeune femme qui a moins de 12 ans, qui a été mariée par sa mère et ses frères, et donc le mariage avec quelqu'un de majeur, bien sûr, ce mariage a un statut d'ordre rabbinique uniquement. Et donc le problème, eh bien, c'est que 2 frères se sont mariés avec 2 sœurs. Le frère qui était majeur, qui s'est marié avec une femme majeure, lui, lo alenu, est décédé. Et maintenant, cette femme majeure se retrouve, qui est la sœur de la deuxième femme. Cette femme majeure se retrouve devant le deuxième frère, qui lui est également majeur, mais ce deuxième frère, eh bien, se retrouve devant 2 femmes. La première qui est une femme majeure,
et la deuxième qui est une femme mineure. Seulement, la femme mineure, eh bien, elle est reliée à lui par un lien d'ordre rabbinique, puisqu'ils ont été mariés, mais c'est uniquement à l'âge de 12 ans, quand elle va arriver à sa majorité, qu'elle va pouvoir décider de rester avec ce mari, ou bien ce qu'on appelle de refuser de concrétiser le mariage avec son mari. C'est à l'âge de 12 ans que cette décision s'opère. Et voilà que dans le cas présent à nous, eh bien, étant donné que maintenant ce mari, ce destiné mari, puisqu'il n'est pas encore marié totalement avec elle, puisqu'on n'a pas encore concrétisé le mariage. Donc ce destiné mari qui doit se marier, concrétiser le mariage avec la femme mineure, d'un seul coup se retrouve face à une mitzvah d'ordre toranique qu'il doit accomplir avec la femme majeure. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette situation. Cet homme qui est majeur, qu'est-ce qu'il fait face à la femme majeure et face à la femme mineure. Alors, à ce sujet, eh bien, nous avons trois avis. L'avis de Rabbi Yoshua, l'avis de Rabban Gamliel et l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, lui, nous dit, cet homme-là perd les deux. Rester avec la grande, il ne peut pas, car c'est la sœur de sa femme, d'après les Chachamim. Et donc, un homme ne peut pas rester avec deux femmes en même temps, donc il ne peut pas rester avec la grande. Rester avec la petite non plus, car c'est la sœur de sa promise d'après la Torah. C'est la sœur de sa femme promise d'après la Torah. Donc, il ne peut pas non plus rester avec la petite, puisque il peut ni rester avec la grande, ni rester avec la petite, il perd les deux. D'après Rabban Gamliel, il peut rester avec la petite, car le lien qui existe avec la grande est un lien abstrait. Ce n'est ce qu'on appelle en hébreu, une zika. Une zika, c'est un lien abstrait. Donc, d'après Rabban Gamliel, il peut rester avec la petite. Vient Rabbi Eliezer et lui, qu'est-ce qu'il dit? Melamdim et aktana lemaen. On apprend à la petite de refuser de concrétiser le mariage. Comme on l'a dit, étant donné qu'arrivée à l'âge de 12 ans, elle a le choix ou de concrétiser et de passer en fait d'un statut de mariage d'ordre rabbinique à un statut de mariage d'ordre toranique, ou alors elle peut décider de refuser le mariage qui, entre guillemets, a été forcé par sa mère et ses frères, et donc sortir la chofshi, décider de ne plus être rattachée à ce mari-là, et donc d'être libre. Alors, nous dit Rabbi Eliezer, et c'est là où c'est important puisque la halakha est comme lui, vient Rabbi Eliezer et nous dit on va apprendre à la jeune fille de refuser de concrétiser ce mariage afin de pouvoir laisser la place à sa grande sœur qui, elle, est devenue veuve malheureusement sans enfant et qui s'est retrouvée face à face avec son beau-frère qui lui doit accomplir la mitzvah du yiboum qui est en fait de marier cette veuve, donc la femme de son ancien frère, et d'accomplir la mitzvah d'après la Torah. Donc on va préférer effacer le mariage d'ordre rabbinique afin de laisser la place à un mariage d'ordre toranique et qui va permettre également d'accomplir la mitzvah du hibou. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Et donc, le mariage de la femme mineure va être annulé rétroactivement, donc il n'y aura même pas besoin de guette, et c'est ce qui va permettre, encore une fois, au destiné mari qui aurait dû se marier avec cette femme mineure, de pouvoir se marier avec la femme majeure et d'accomplir la mitzvah du hiboum d'après la Torah. Là-dessus vient Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, ainsi que Rabbi Elazar, et les deux tranchent comme Rabbi Eliezer. Donc c'est la preuve, encore un cas de figure nosaf, un cas de figure supplémentaire dans lequel on voit que la halakha est comme Rabbi Eliezer et pas seulement dans les cas qui ont été cités dans la page précédente. Donc dans ce cas, nous dit la Gemara, en effet on peut trancher comme Rabbi Eliezer parce qu'il y a également un Tana de l'ordre de l'époque de la Mishnah qui lui aussi a tranché comme Rabbi Eliezer.
Alors la Gemara se pose la question de quel Tana s'agit-il? Première option, elle nous dit qu'il s'agit de Rabbi Elazar lui-même, dans la même traité là-bas dans Yebamot, à la page 111b, dans lequel, a priori, on nous parle d'un cas tout à fait similaire. Il s'agit cette fois-ci pas de deux frères qui sont mariés à deux sœurs, mais d'un seul homme qui est marié à deux femmes. La première qui est majeure et la deuxième qui est mineure. Alors, et malheureusement, eh bien, cet homme-là meurt. Donc, ce mari qui était marié à ces deux femmes, avec l'une d'ordre toranique et avec l'autre d'ordre rabbinique, eh bien, il meurt. Et c'est maintenant le frère qui n'avait aucun rapport avec ces deux femmes qui doit normalement accomplir la mitzvah du hiboum et donc épouser d'abord la femme majeure et après la femme mineure. Puisqu'il y a ici une relation entre ces deux femmes et le beau-frère qui reçoit en quelque sorte ces deux femmes. Mais la première, il la reçoit, il va y avoir un lien qui va se créer entre ce beau-frère et la grande, qui est un lien d'ordre toranique, et un lien qui va se créer entre ce beau-frère et la femme mineure, qui est un lien d'ordre rabbinique. Donc, d'après la halakha, il aurait dû d'abord, ce beau-frère, concrétiser le mariage pour accomplir la mitzvah du hiboum avec la femme majeure et après avec la femme mineure. Seulement, qu'est-ce qu'a fait ce beau-frère? Il a commencé par la femme mineure et après, il a suivi avec la femme majeure. Alors, que fait-on dans ce cas? D'après Tanakama, il faut divorcer les deux. C'est terminé, il n'a pas respecté l'ordre des choses, il doit divorcer les deux. Tandis que d'après Rabbi Elazar, qu'est-ce que nous dit Rabbi Elazar? On apprend à la petite de refuser de concrétiser le mariage pour que ce beau-frère puisse se marier et accomplir la mitzvah du hiboum avec la femme majeure. Donc a priori, c'est exactement un cas similaire au cas qu'on a rappelé tout à l'heure. Eh bien la Gemara nous dit non. Il y a ce qu'on appelle une tzrichuta. Vous regardez dans la Gemara et on expliquera ça dans la deuxième partie. Une tzrichuta dans laquelle on nous dit qu'il y avait besoin du cas de la Gemara dans Yebamot, page 111b, qui est tout à fait différent du cas de la Gemara dans le traité Yebamot, page 109, page 109a. Voilà, page 109a. Et donc, Rabbi Elazar n'est pas du tout en accord avec Rabbi Eliezer. Donc, jusque-là, c'était la première option de dire que en fait, on a trouvé éventuellement un Tana qui est en accord avec Rabbi Eliezer et qui lui aussi dit, voilà, du cas de figure qu'on vient de décrire, on aurait pu prouver comme quoi la halakha est comme Rabbi Eliezer. Mais la Gemara, encore une fois, nous dit non, ce sont deux cas qui ne sont pas similaires, ils sont tout à fait différents, et donc on ne peut pas déduire de l'un à l'autre comme quoi la halakha est comme Rabbi Eliezer. Deuxième option, c'est le cas de Rabbi Yehuda ben Baba, qui lui a témoigné de 5 choses, et l'une des 5 choses, eh bien d'abord c'est comme quoi on peut marier une femme qui est aguna, c'est-à-dire une femme dont le mari a disparu, en l'autorisant à l'aide d'un seul témoin, alpi edechat, chose qui beiguna hekelu, afin de permettre de libérer les femmes dont le mari a disparu, qui sont dans un statut juridique un peu problématique d'après la Torah, puisque elle ne peut pas se remarier avec quelqu'un d'autre. Mais les Chachamim, Beiguna et Kelu, ils ont été plus cool et donc ils ont autorisé de remarier cette femme à l'aide du témoignage d'un seul témoin qui aurait vu éventuellement le mari mourir. Et donc grâce à ce témoin, on pourrait autoriser cette femme. Deuxième halakha, qui est ramenée par Rabbi Yehuda ben Baba, l'une des 5 choses, c'est qu'on apprend aux petites de refuser. Melamdi metaktanot les ma'en. Alors, Melamdi metaktanot les ma'en, a priori, il s'agit de 2 cas similaires entre Rabbi Eliezer et Rabbi Elazar. Et la Gemara nous dit non, ce sont 2 cas différents. Voilà pour ce premier din qui est le din qui a été assez compliqué à expliquer, mais le din du hiboum. On passe au deuxième din. Donc, on a vu a priori comme quoi, dans ce cas-là, la halakha est comme Rabbi Eliezer. Deuxième cas de figure, c'est le cas de la chala.
Alors, il s'agit d'une Mishnah dans le traité Chala, chapitre 2, Mishnah 4. Et là-bas, il s'agit d'un cas de figure où nous avons deux pâtes que nous voulons associer afin qu'elles ne forment qu'une seule, afin de pouvoir arriver à la quantité minimum pour pouvoir accomplir la mitzvah de la challah, qui est aujourd'hui 1,666 kg, comme vous le savez tous. Donc, pour les rendre en fait une seule pâte et qu'on puisse prélever la challah de cette pâte. Donc, la question est de savoir dans quel cas deux pâtes qui ont été pétries indépendamment peuvent former un. D'après Tanakama, pour pouvoir les associer, elles ne pourront s'associer ces deux pâtes que à partir du moment où l'une touchera l'autre. Elles entreront en contact l'une avec l'autre. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Eliezer, lui, nous dit, non, même si les pâtes ne se touchent pas, mais qu'elles sont déposées dans un seul et même panier, eh bien, le panier associe les pâtes l'une à l'autre, même après la cuisson. Vient Rabbi Yehuda au nom de Shmuel et nous dit, il tranche comme Rabbi Eliezer, encore une fois. Donc, deuxième cas de figure dans lequel on voit que la halakha est comme Rabbi Eliezer, bien que ces cas-là n'aient pas été rappelés dans la page précédente. Dans la page précédente, on n'en avait que 4, et là maintenant, toujours au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, on entend qu'il y a des cas complémentaires, des cas d'autres cas dans lesquels la halakha est comme Rabbi Eliezer. Troisième et dernier cas dans lequel la halakha, encore une fois, est comme Rabbi Eliezer, c'est l'Havdalah Motzei Shabbat, le traité de Brachot 33a. Alors, à quel moment on doit insérer la bracha de Atachonan Tanu? D'après Tanakama, dans Chonen Hadat, comme on le fait aujourd'hui. D'après Rabbi Akiva, c'est une bracha en elle-même qu'on va positionner en quatrième position. Ça sera la quatrième bracha de Atachonan Tanu. Et d'après Rabbi Eliezer, dans Birkat HaOdaot, dans Modim. Et de nouveau, Rabbi Elazar vient et tranche comme Rabbi Eliezer. Alors là aussi, la Gemara nous rapporte un chizouk, elle renforce en fait les paroles de Rabbi Eliezer, grâce à un Tana dans une Braïta, au sujet également de la Havdalah, dans laquelle on trouve deux avis, l'avis de Rabbi Akiva et l'avis de Rabbi Hanina ben Gamliel. Rabbi Akiva, lui, nous dit qu'il faut insérer la bracha de Atachonan Tanu dans la quatrième bracha de la Mida, tandis que Rabbi Hanina ben Gamliel, lui, nous dit il faut insérer la bracha de Atachonan Tanu dans la Birkat HaOda'a, après Modim. Donc a priori, Rabbi Hanina ben Gamliel pense et tranche exactement comme Rabbi Eliezer. Et donc voilà le troisième cas dans lequel la halakha est comme Rabbi Eliezer, bien que ça n'ait pas été rapporté dans la page précédente. Maintenant, le quatrième cas qui est rapporté dans cette page, mais qui est le seul cas dans lequel on ne tranche pas comme Rabbi Eliezer. Alors, il s'agit ici d'un cas en fait assez complexe qui est ramené dans le traité de Orla, chapitre 1, Mishnah 7. Est-ce que la sève d'un arbre qu'on aurait utilisé pour se servir en fait comme enzyme, qu'on aurait mis dans du lait pour transformer le lait en fromage, comme ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs enzymes qui permettent en fait au lait de se contracter et de devenir du fromage. Donc, est-ce que cette sève a le même statut que le fruit ou pas? Ça nous rappelle un petit peu la paracha de Bereshit. Est-ce que la sève a le même statut que le fruit, la sève de l'arbre, ou bien la sève du fruit? On va parler de la sève du fruit. La sève du fruit a-t-elle le même statut que le fruit? Donc, s'il s'agit d'un fruit de Orla, eh bien, c'est un fruit qui a moins de 3 ans, qui est interdit à la consommation. Et si on dit que la sève du fruit a le même statut que le fruit lui-même, eh bien, tout mélange qui aurait été effectué à partir de cette sève interdira à la consommation le produit dans lequel on a mélangé la sève. Donc, premier cas de figure, comme on a dit, pour fabriquer du fromage. Alors, Rabbi Eliezer, lui, il dit, et c'est encore une fois notre Rabbi Eliezer, le lait est interdit à la consommation. Pourquoi? Car la sève du fruit a le même din que le fruit lui-même. Alors que Chachamim, au début la Gemara
nous dit que c'est Chachamim, mais au final c'est Rabbi Yoshua, eh bien, le lait, d'après lui, est autorisé car la sève n'est pas considérée comme le fruit lui-même. Alors, deuxième, et donc ici, de là, qu'est-ce qu'on voit? A priori, là, on ne tranche pas comme Rabbi Eliezer, mais on tranche comme les Chachamim, comme Rabbi Yoshua. Donc voilà un cas dans lequel la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Deuxième cas de figure, c'est la Mishnah dans le traité de Shevit. C'est en fait, ce sont un cas qui est divisé en deux. Et là-bas, dans le traité de Shevit, eh bien, on nous parle de la fleur, du parfum, des racines et de la sève. Là-bas aussi, on nous parle de la sève qui ont le din de Shevit. Donc, s'ils ont le din de Shevit, ils ont le din d'un fruit. Alors la Gemara se pose la question, qui est l'auteur de cette braïta dans laquelle on nous dit que la sève d'un fruit de Shevit a le même statut que le fruit lui-même? Alors d'après Rabbi Pedat, eh bien c'est Rabbi Eliezer qui pense que la sève a le même statut que le fruit. Et vient Rabbi Zera et objecte à Rabbi Pedat et il lui dit, toi tu dis que c'est Rabbi Eliezer, mais ton propre père, lui, il pensait que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer dans les autres domaines, puisque s'il pensait véritablement que la halakha était comme Rabbi Eliezer dans les autres domaines, ça aurait dû être rapporté dans la page précédente. Et ton père ne l'a pas rapporté. Donc s'il ne l'a pas rapporté, ça laisse sous-entendre que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer dans les autres domaines, y compris dans le domaine de la shvi'it, de la sève du fruit, qui est un fruit de la 7e année. Et donc on peut déduire à partir de là que si la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer dans les autres domaines, donc dans ce domaine-là, dans le domaine de la sève du fruit de la 7e année, la sève du fruit de Shvi'it, eh bien, la sève n'est pas comme le fruit. Si Rabbi Eliezer dit que la sève a le même statut que le fruit et que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, eh bien, on peut déduire d'ici que la sève n'a pas le même statut que le fruit et qu'elle est autorisée à la consommation pendant la Shevit. Alors, nous dit la question, étant donné que Rabbi Pedat n'a pas rétorqué à Rabbi Zera, à cette démonstration que Rabbi Zera lui a fait, que dans d'autres domaines à halakha comme Rabbi Eliezer, de là on peut déduire que dans les autres domaines, en effet, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, exactement comme l'a fait remarquer Rabbi Zera à Rabbi Pedat. Merci à tous et à toutes pour votre attention sur cette soubia assez complexe, mais au final, si on résume, eh bien, nous avons ramené 4 cas au total, 3 cas dans lesquels la halakha est bien comme Rabbi Eliezer, le cas de la femme qui décide de renoncer à la concrétisation de son mariage au moment où elle devient majeure, dans lequel Rabbi Eliezer nous dit, on apprend à la petite à refuser la concrétisation de ce mariage pour pouvoir laisser la place à sa grande sœur et que sa grande sœur puisse accomplir la mitzvah du hiboum. Deuxième cas de figure, la chala, on tranche également comme Rabbi Eliezer qui nous dit que c'est le panier qui va associer les deux pattes, et c'est d'ailleurs la halakha même dans Shulchan Aruch, dans Yoredea, comme quoi à Sal Metzaref, le panier associe les deux pattes et on n'est pas obligé qu'elles se touchent l'une à l'autre, mais bon, ceux qui veulent, il vaut mieux qu'elles se touchent, mais le panier est déjà suffisant. Troisième halakha, donc comme Rabbi Eliezer, troisième halakha, la Havdalah, eh bien là-bas, comme quoi la Havdalah, eh bien le Atachonantanu, on a vu que le cas de la Havdalah, et le quatrième cas dans lequel la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, c'est au sujet de la sève du fruit qui, d'après Rabbi Eliezer, la sève du fruit a le même statut que le fruit, mais d'après la halakha, la sève du fruit n'a pas le même statut que le fruit. Merci à tous et à toutes, à très bientôt.